Honnêtement, vous en connaissez beaucoup des sujets historiques qui ont autant animé la fiction que le devenir des sbires d'Hitler? Non, parce que entre les uchronies stimulantes et les productions navrantes de troisième zone impliquant des nazis zombies ou des nazis loups-garous, tout ou presque y est passé. Alors il reste bien un sujet que même le pire des navets série B n'a pas osé mobiliser. C'est celui de la collusion entre un ancien criminel de masse et l'État d'Israël, lieu de refuge d'une large part des rescapés de la Shoah. Et c'est précisément là que l'histoire intervient, qui parfois a encore moins de pudeur que la fiction. Et c'est ce que nous allons voir à présent en démêlant le dossier sidérant d'un nazi sans vergogne. Lui, c'est Walter Roff. Son nom nous dit peut-être rien. Il n'a pas la sinistre renommée parmi les nazis en cavale d'un Mengele ou d'un Barbie. Son CV pourtant fait froid dans le dos. Walter Roff se forme dans la marine. Mais c'est au sein du SD, les services de renseignement de la SS, qu'il fait finalement carrière. En 1941, on le retrouve au RSHA, l'Office de sûreté du Reich. Là, son supérieur hiérarchique se nomme Reinhard Heydrich et son collègue de bureau, Adolf Eichmann. Le moment Walter Roff va arriver. À l'automne, c'est son bureau que l'on charge de mettre en œuvre et de perfectionner les Gaswagen, ces camions détournés de leur fonction initiale pour assassiner plusieurs dizaines de victimes juives à chaque utilisation. Cette sinistre invention est mise en œuvre en Yougoslavie, sur le front de l'Est, ou encore au centre d'extermination de Relno. À la clé, plusieurs centaines de milliers de victimes. En 1942, cet administrateur du génocide passe sur le terrain. C'est lui que l'on nomme pour prendre la tête de l'Einsatzkommando Égypte, une unité de la mort chargée d'éliminer sur les arrières de l'Afrika Korps les populations juives rencontrées en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Autrement dit, si la fortune des armes avait été du côté des armées allemandes, c'est ce Walter Roff qui aurait eu pour fonction d'éliminer les populations juives de Palestine mandataire, le futur État d'Israël. Alors, à ce stade du récit, imaginez une collusion entre ce Walter Roff et le futur État d'Israël relève du délire. Pour comprendre comment les choses vont se nouer, revenons sur le chaos de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de l'immédiate après-guerre. Les dernières années de la guerre, Walter Roff les passe en Italie, où il sème encore un certain nombre de cadavres. En 1945, il est finalement arrêté par les Américains et passe 1 an en captivité, au terme duquel il parvient à s'échapper. Là, profitant d'un réseau structuré autour du Vatican, il trouve refuge dans un monastère à Rome et se met en quête d'un nouveau point de chute. Ce point de chute, ce sera la Syrie. En effet, ce jeune État est en quête de savoir-faire pour moderniser son armée et ses services de renseignement dans le cadre de la lutte qu'il mène contre l'encore plus jeune État d'Israël. Et c'est ainsi qu'à la fin de l'année 1948, Walter Roff et une soixantaine d'autres nazis partent en Syrie. Il y a notamment parmi eux l'ancien directeur du centre d'extermination de Treblinka. Pendant plusieurs mois, Walter Roff sert, mais il n'est pas sous uniforme. Il donne des conseils de manière officieuse. C'est d'ailleurs ce qui va peut-être lui sauver la vie. Car, dans l'année 1949, les coups d'État se succèdent en Syrie, à la suite notamment de la défaite dans la première guerre israélo-arabe de la jeune Syrie. Au terme d'un de ces coups d'État, Walter Roff est chassé du pays par les nouveaux dirigeants. Et c'est amer qu'il retourne à Rome, l'endroit où les services de renseignement israéliens vont suivre sa trace. Au moment d'en arriver à la partie la plus sensible de cette histoire, il convient de préciser l'origine des documents sur lesquels elle s'appuie. Nous sommes au début des années 2020, lorsque l'historien israélien Danny Orbach obtient, dans le cadre du travail qu'il opère sur des fugitifs nazis durant la guerre froide, des documents issus des archives du Mossad,
les services de renseignement israéliens. Ces documents déclassifiés lui permettent notamment de faire le point sur les actions des services de renseignement israéliens dans les premières années de l'existence de l'État d'Israël. Et c'est grâce à cet ensemble, révélé récemment, que nous avons les informations que voici. En 1949, le Mossad s'appelle le Mamad. Il y a à Rome un directeur du Mamad du nom de Freyer. Celui-ci obtient, via un contact au ministère des Affaires étrangères italien, l'information qu'un dénommé Ralif pourrait lui fournir des données relatives à la Syrie. Intéressé, Freyer enquête sur ce Ralif qui n'est autre que Walter Hoff. Oh, manifestement, son enquête n'a pas été très fouillée. Des années après, Freyer affirmera qu'il pensait avoir affaire à un ancien agent de la Gestapo qui était maintenu dans des tâches économiques, en somme qu'il faisait de la fausse monnaie. Probablement n'a-t-il pas cherché à en savoir beaucoup plus. Toujours est-il que, quelque peu rassuré, il décide de contacter ce Ralif, mais sans en informer sa hiérarchie compte tenu du passé nazi du personnage. De son côté, Walter Hoff se montre intéressé. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, vous l'aurez peut-être intuité, c'est la rancœur importante qu'il a vis-à-vis de l'État syrien qu'il a mis à la porte sans ménagement. La deuxième est plus prosaïque, l'argent. Walter Hoff vit dans la clandestinité, il vit de peu et il a de grandes ambitions. L'un combiné à l'autre font que Walter Hoff accepte la proposition d'échanger avec Freyer. Et donc, pendant une semaine, leurs échanges se font nourris et réguliers. Walter Hoff se montre zélé, il va même prendre attache avec des contacts restés au Moyen-Orient pour confirmer les informations qu'il livre et les préciser. Satisfait des éléments récoltés, Freyer informe finalement sa hiérarchie de son initiative. Celle-ci, manifestement, ne trouve pas grand-chose à redire. Même au contraire, on propose à Walter Hoff une collaboration dans la durée avec Israël via une implantation en Égypte. Walter Hoff, manifestement, a d'abord accepté avant de finalement se rétracter et de prendre le chemin de l'Amérique du Sud. Cependant, Freyer et Hoff resteront encore en contact pendant 2 ans. On l'aura compris, ce n'est donc pas mu par de quelconques remords que Walter Hoff livre des informations à Israël. C'est plutôt l'appât du gain et l'absence de scrupules qui semblent avoir motivé son action. De son côté, l'agent du Mamad a probablement agi selon la logique « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». La suite de l'histoire de ce nazi meurtrier en cavale est rocambolesque, mais il n'est pas lieu ici de la raconter. Sachez simplement qu'elle implique un départ vers l'Équateur puis vers le Chili, 40 ans de cavale avec toutefois des protections solides comme celle d'un certain Augusto Pinochet. Walter Hoff fera l'objet de mandats d'arrêt internationaux mais ne sera jamais extradé. Il mourra en 1984 et des centaines de nazis assisteront à ses funérailles. Le Mossad de son côté finira par regarder Walter Hoff d'un œil très différent. Une tentative d'assassinat aura même lieu en 1980, sans succès. Mais il n'empêche, aussi improbable que cela puisse paraître, un nazi en cavale meurtrier parmi les meurtriers a bien vu ses intérêts converger un temps avec ceux de l'État d'Israël. Pour en savoir plus sur Walter Hoff et sur son histoire assez incroyable et terrible, je vous conseille très fortement la lecture du livre que voici, paru au printemps 2025.